Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 août 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors la nuit a été courte et ce n'est pas parce que j'ai batifolé, c'est plutôt parce que j'ai passé la MOP, traduction serpillière. Il y a eu un dégât d'eau à l'étage supérieur dans le bloc appartement dans lequel j'habite, copropriété. Un voisin aux étages supérieurs a oublié de fermer sa machine à laver les vêtements. Et ça a coulé dans les étages inférieurs. Et je me suis retrouvé au beau milieu de la nuit à passer la serpillière, la mop, autrement dit, dans le sous-sol où a lieu où on entrepose les divers objets appartenant aux copropriétaires. Je suis à la fois président du CA, hein, du bloc où je vis, et je suis également concierge. Vous voyez, les plus hautes tâches et les plus humbles tâches. Alors, je suis assez fatigué en plein milieu de la nuit. Faire son concierge, une activité éreintante. Je préfère d'autres activités nocturnes, mais bon, parfois, certaines choses nous appellent. Hier soir, je suis allé bouquiner dans une grande librairie du centre-ville. Grande librairie, j'entends par là de grandes dimensions. Une librairie du centre-ville de Montréal et j'ai acheté 2 livres, oui. Un livre de Simon Liberetti, le pote de Frédéric Becbé pour les intimes. Celui-là même avec qui il s'est fait arrêter en train de sniffer de la cocaïne sur le capot d'une voiture. Il raconte ça dans un de ses livres. Et il a écrit donc 133, c'est 100, je me souviens même plus du titre, vous voyez, mais j'ai commencé à le lire et c'est vraiment, vraiment captivant. Je vous en reparlerai. Et également une biographie de Charlotte Delbos, qui a été une prisonnière politique, une des rares femmes à avoir été condamnée pour activité politique à Auschwitz. Alors donc, pendant que je bouquinais, un homme qui peut-être n'avait pas toute sa tête s'est approché de moi et je l'ai entendu murmurer en regardant les étagères de livres. Il n'y a rien ici pour mon âme. Il avait vraiment l'air accablé. J'ai eu envie de lui montrer les 2 livres que je tenais dans les mains, mais je suis pas sûr que ça l'aurait intéressé. Mais d'entendre ce soupir si juste, il n'y a rien ici pour mon âme, cela m'a touché. Alors hier, je vous parlais de ce livre-là, d'Anselme Yap. Alors je vous lis 2 ou 3 passages. Quel est le visage de la violence en France? Pour quelqu'un qui fréquente, habituellement, différents pays européens, la première image de violence, dès qu'on arrive à la gare ou à l'aéroport en France, c'est la police. Jamais je n'ai vu autant de policiers qu'actuellement en France, surtout à Paris. Même pas en Turquie, à l'époque de la dictature militaire. On pourrait croire qu'un coup d'État est en train d'avoir lieu ou qu'on se trouve dans un pays occupé. En Italie ou en Allemagne, rien de comparable en ce moment. Et quel policier! Un air de brutalité et d'arrogance qui défie toute comparaison. Dès qu'on fait la moindre objection, par exemple, face à des contrôles d'identité et des fouilles de bagages avant l'accès au train, du jamais vu. On sent qu'on frôle l'arrestation, le matraquage et finalement l'accusation de résistance à la force publique. On peine à s'imaginer à quoi ça peut ressembler si l'on a la peau plus foncée ou si l'on ne peut pas fournir les bons papiers. On tremble d'indignation en lisant que des policiers rentrent dans les collèges sous le prétexte
de chercher de la drogue, où ils terrorisent les enfants avec des chiens et dénoncent des professeurs qui tentent de protéger leurs élèves, ou lorsqu'on apprend les arrestations brutales de journalistes accusés de simples délits d'opinion. Pas besoin de lire des brûlots révolutionnaires pour apprendre les méfaits de la police et de la justice. Le monde suffit. L'inquiétude se répand, même dans la bourgeoisie libérale. Pourquoi y a-t-il alors si peu d'initiatives pour la défense des libertés civiles? On assiste à de grandes manifestations pour le pouvoir d'achat ou contre la suppression des postes dans l'enseignement, mais jamais contre les caméras de surveillance vidéo, et encore moins contre le passeport biométrique ou le Navigo dans le métro parisien qui permet de suivre chaque bête à la trace. Cette criminalisation, de toutes les formes de contestation qui ne sont pas strictement légales est un événement majeur de notre temps. On a vu dernièrement qu'écrire des tags ou retarder des trains peut passer pour du terrorisme. Des professeurs se sont retrouvés au tribunal pour avoir protesté verbalement contre une brutale reconduite à la frontière à laquelle ils avaient assisté dans un avion. Toute opposition à la politique des instances élues qui va au-delà d'une pétition ou d'une lettre au député local est par définition antidémocratique. En d'autres mots, tout ce qui pourrait avoir la moindre efficacité est interdit, même ce qui était encore permis il n'y a pas longtemps. Ainsi, en Italie, le gouvernement de Berlusconi vient de restreindre fortement le droit de grève dans les services publics et d'introduire de grosses amendes pour les sit-ins sur les voies de circulation. Les étudiants qui mènent encore des protestations se sont vus qualifiés par un ministre de guérilleros. Le renforcement du monopole de la violence par l'État et sa cessation au privé ne sont pourtant pas en contradiction. La violence est le noyau de l'État et l'a toujours été. En temps de crise, l'État se transforme en ce qu'il était historiquement à ses débuts, une bande armée. Les milices deviennent des polices régulières dans de nombreuses régions du monde et les polices deviennent des milices et des bandes armées. Derrière toute la rhétorique sur l'État et sur son rôle civilisateur, il y a toujours, en dernière analyse, quelqu'un qui fracasse le crâne à un autre être humain ou qui a au moins la possibilité de le faire. L'État laisse donc tomber tous les jolis oripeaux dont il s'est revêtu depuis plus d'un siècle. Mais ce n'est pas un retour en arrière. La situation historique est inédite. L'État s'installe en seul maître du jeu. Dans les 30 dernières années, il s'est forgé un arsenal de surveillance et de répression qui dépasse tout ce qu'on a vu, même à l'époque des États dits totalitaires. A-t-on imaginé ce qui serait arrivé si les nazis et leurs alliés avaient disposé des mêmes instruments de surveillance et de répression que les démocraties d'aujourd'hui? Donc, l'État déclare qu'aucun changement n'est plus possible. C'est à prendre ou à laisser. Il le fait dans un moment historique, au début de la véritable crise économique, écologique et énergétique
dans laquelle nous sommes en train de nous enfoncer, où il sera de plus en plus difficile pour ces citoyens d'acquiescer au cours des choses, aussi grande que puisse être l'habitude de la soumission. Alors, il ne s'agit pas de justifier ou au contraire de condamner la diffusion de pratiques répertoriées comme illégales et le recours à ce que l'État définit comme violence. On peut tout simplement prédire une chose: il sera assez difficile que les actes de contestation, qui ne manqueront pas d'augmenter dans les prochains temps, respectent les paramètres de l'égalité conçus précisément dans le but de les condamner à l'inefficacité. Et bien voilà. Ouais, et bien voilà. Vous avez compris que ça va être très, très, très difficile maintenant. Nous sommes entrés dans un âge sombre. Ce système se délite un peu plus à chaque jour qui passe. La comparaison avec le Québec, des méthodes policières, c'est incroyable. Et partout, on assiste à une répression de tous les types d'agents de sécurité, des gardiens de sécurité dans des lieux d'amusement comme la ronde, on a vu le comportement. Partout, on assiste à une montée de la violence de certaines personnes à qui on a confié des responsabilités. Il faudrait rappeler ici simplement à la police qu'ils sont au service du peuple avant d'être au service de ceux qui sont aux affaires de l'État. Enfin, mais enfin, la nuit a été courte. Je vous quitte là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, ben, vous connaissez toutes les suites possibles, n'est-ce pas? Ma chaîne, ma librairie, ma page Facebook, mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Je m'en vais travailler, là. Alors, la nuit était courte, mais peu réjouissante. Merci. Bonne journée.